c'est parti. C'est parti. Avec son très beau sapin de Noël juste derrière. J'avoue. Pour commencer, je pense que ça serait bien d'essayer de définir toi ta pratique et comment tu mets des mots derrière, des définitions derrière les mots que tu utilises pour faire rentrer les gens dans ton univers. Donc, si tu parles de médium, si tu parles de psychologue, si tu parles de psychothérapeute, si tu parles d'autres choses. Ouais. Faire le tri en fait dans les différents termes que je peux employer pour me définir au quotidien. Exactement. C'est galère. C'est galère pour l'avoir déjà fait plusieurs fois et ne jamais être satisfait du résultat. C'est galère parce que psychologue, par exemple, c'est un diplôme que moi j'ai obtenu à la fac. J'en ai même obtenu un autre qui est le doctorat, qui correspond en fait à des études approfondies sur une thématique de la psychologie et qui est un diplôme qui en fait permet d'enseigner à l'université et qui est surtout une accréditation pour devenir enseignant-chercheur par la suite et titulaire. Et ces deux diplômes-là, je les ai. Et, et j'en ai un troisième qui est un master en ingénierie de la formation professionnelle et des techniques éducatives, qui est en gros le volet formation. Et médium, puisque c'est le mot que tu t'emploies, envoie davantage à la partie de ma vie qui est post-universitaire et un épisode de vie personnelle où j'ai vécu une expérience modifiée de conscience et qui m'a conduit à utiliser mon système attentionnel autrement. Et pour moi, est médium, par définition, si tu veux, celui qui fait couler de l'information d'un point à un autre, qui transfère de l'information d'un point à un autre. Et c'est la définition la plus large, médium dans le sens média, tu vois, qui fait le pont entre un espace et un autre. Et médium, tous les médiums qui entendent ce que je suis en train de dire là vont comprendre qu'ils ne font que ça. En fait. Et moi, je m'inscris évidemment dans cette logique-là. Trop bien. Voilà. Et c'est quelque chose que tu cherchais, cet état modifié de conscience, ou qui t'est tombé dessus? Ben, c'est marrant ça, comme question. Et, en fait, je pense que gamin, j'étais plutôt contrôlant. C'est-à-dire que j'aimais pas tellement les drogues qui m'enlèvent de moi. Je préférais davantage tout ce qui était psychostimulant ou des choses comme ça, plutôt que les drogues qui modifiaient ma perception, mon champ de conscience. Donc je pense quand même que j'avais une peur de lâcher une réalité à laquelle j'étais attaché. Et donc, par conséquent, pour répondre à ta question, je dirais que ça vient plutôt pour moi d'une expérience où je cherchais pas vraiment ça. Où c'était un cycle, un moment de ma vie où j'étais particulièrement déprimé et, et du coup, cette dépression m'a conduit à regarder dans moi, dans des espaces où je regardais pas d'habitude. Et à la manière dont j'ai regardé, c'est-à-dire avec la concentration dont j'ai regardé, ça a créé quelque chose qui est un éveil. Alors, pareil, ceux qui entendent comprendront de ce dont je parle, c'est-à-dire déchirer le voile d'une illusion et avoir accès à des espaces de conscience qui existent en même temps que nous existons. C'est-à-dire que c'est pas, on pourrait dire avant ou après. Ça n'aurait pas de sens de positionner ça comme ça. C'est en même temps. En même temps. Ça me permet de rebondir et de te demander de façon concise si tu peux définir ce que c'est l'éveil. Oui, je peux le définir comme un phénomène physique. Pour moi, c'est euh, ma pensée qui a été attirée par une investigation au niveau du premier chakra et
de l'énergie sexuelle qui est refoulée à cet endroit-là. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que je te raconte là, et je n'avais pas ces termes-là pour le décrire. C'était juste une expérience où je mettais ma vigilance à un endroit particulier, comme une porte. Et ça a créé un agglomérat d'énergie qui a poussé comme ça, et en quelque sorte éclaté une première porte. Et puis ensuite, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à la tête. Et où à un moment, moi j'ai fait des études quand même scientifiques, parce que le doctorat de psychologie et les neurosciences, et donc j'avais l'impression d'un AVC. C'est-à-dire que les AVC tels que décrits en neurosciences ressemblent aux traits cliniques en fait, que j'ai ressentis là, sauf que c'était complètement différent. Et quand la couronne, parce qu'après j'ai appris les termes, et donc le septième chakra, c'est la couronne, quand elle a sauté, je n'ai pas arrêté de m'étendre. Et je suis devenu, on pourrait dire, Dieu, si on en a une perception qui n'est pas judéo-islamo-chrétienne, et en tout cas qui n'est pas anthropomorphique, avec l'idée qu'il y a un Dieu qui correspond, tu vois, à notre corps, qu'on voit des éclairs et tout, non. Mais je suis devenu en fait à la fois un point et l'univers entier. Donc, et avec les connaissances qui y sont associées, qui ne sont pas des connaissances livresques, qui sont des connaissances phénoménologiques, et aussi des mémoires épisodiques, parce que tu te souviens des espaces que tu as investis. Ça se fait à l'échelle d'une soirée, d'une nuit, d'une semaine. Dans quel laps de temps tu vis ce que tu appelles cet éveil? Tu poses une question incroyable, parce qu'en fait, je n'ai pas eu l'instrument de mesure. J'étais dans mon lit, je rentrais d'un dîner avec une amie qui avait, elle, vécu l'éveil autrement, mais qui l'avait vécu. Et cette conversation avait éveillé mon quatrième chakra, m'avait bouleversé sur le plan du cœur. Et quand je suis rentré, donc je ne sais pas quelle heure il était, pour répondre précis à ta question, je me souviens avoir été accompagné par un livre à ce moment-là, parce que j'ouvrais un bouquin qui était... J'étais seul chez moi. Le bouquin, c'était un bouquin d'une personne qui s'appelle Cléa, et qui donnait des clés de compréhension de l'Apocalypse de Jean, selon différentes formes d'ésotérisme. Et elle faisait référence au tarot, elle faisait référence à la numéro, elle faisait référence à plein de clés, et elle lisait l'Apocalypse de Jean via ces clés de lecture. Et donc à un moment donné, il se passe ce phénomène en moi, par le fait de ma concentration, par le fait que je positionne mon regard clé en main dans un endroit de moi, et je découvre ça. Et j'aurais tendance à dire, et je pars. Mais en fait, non, je change juste de plan de conscience. Le temps que ça dure à ce moment-là, il n'est pas pareil là où j'étais et dans le temps physique. Donc dans le temps physique, j'aurais tendance à te répondre pas longtemps. Je sais pas. En fait, j'avais pas de montre et je ne saurais pas. Mais pas longtemps. En revanche, sur le plan de ce qui s'y est passé, et un temps infini en fait. Et un choix de retour. C'est-à-dire que ça n'est pas subi. Je n'ai pas à un moment donné subi la redescente. À un moment donné, ça a été ok, je redescends. C'est même pas juste, tu vois, de dire redescends. Ok, j'accepte de me limiter à nouveau et de ne plus être sur ce plan de conscience, mais sur celui-là. Et de mon point de vue, l'incarnation, c'est ça. C'est par conséquent, en fait, un être qui s'oublie, c'est-à-dire qui oublie tous les aspects de lui qui sont supérieurs, qui en garde quand même une trace résiduelle, de sorte à avoir une corde qui le relie quelque part à cette présence plus grande, mais qui décide de se restreindre donc pour vivre une expérience
de points de vue différentes de l'omniscience, puisqu'évidemment, dans l'omniscience, tu as possiblement tous les points de vue. Et quand tu as vécu cette expérience, que tu as décidé, comme tu dis limpidement, de retourner et de renfermer Ouais. dans la présence physique, est-ce que tu as tout de suite eu la sensation d'avoir envie d'y retourner et de rechercher cette sensation que tu avais vécue, ou tu l'acceptes et ça s'accepte facilement? Alors, en effet, c'est la deuxième, ça s'accepte. C'est-à-dire que j'ai pas voulu, et d'ailleurs, je l'ai jamais refait. Je me suis jamais retrouvé au même niveau de conscience. J'ai fait d'autres expériences avec des niveaux de conscience inférieurs, mais le niveau de conscience que j'ai touché ce jour-là, il y a comme un vertige pour moi à l'idée d'y accéder de nouveau. Parce que le moi qui te parle là a quand même accepté d'oublier des champs de compréhension pour revivre ici. Et du coup, j'ai comme une peur en fait d'y retourner à nouveau, probablement parce que je ne suis pas sûr d'avoir dans ces cas-là la volonté de revenir. Et pourquoi est-ce que c'est une inquiétude alors que c'est une libération? Parce que j'ai une fille et qu'à ce jour, elle incarne tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie. Et je ne savais pas que c'est ce que je... Mais elle incarne une encre. Et elle incarne un attachement nécessaire et essentiel à mon programme de vie, quoi, au fait d'être là à nouveau. Et je dirais que c'est le seul truc qui est suffisamment schwer, suffisamment lourd pour faire le poids. Ouais. Bah, merci déjà pour cette belle première articulation. Et tu as raison, on peut passer sur les choses que toi tu mets en place concrètement via les constellations familiales ou des moments que tu utilises les samedis à l'espace Tao. On en a vécu un ensemble il n'y a pas très longtemps, le 23 décembre, qui tournait autour de l'égrégore de Noël. Ça permet de poser cette question de est-ce que tu peux définir ce que c'est, pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas les mots, les termes, ce que c'est un égrégore? Ah, waouh. Alors oui, j'adore moi qu'on me pose la question parce que tu vois, je ne le sais pas d'avance. Il faut que je me, faut que je me reconnecte à une définition qui parle au plus grand nombre. Et en fait, le synonyme, ce serait une forme pensée. Un égrégore, c'est par exemple l'égrégore judéo-chrétien. Ça veut dire que dans la société dans laquelle on vit, on a eu un inconscient collectif, dirait Carl Jung, une forme pensée qui est au-dessus de nous et qu'on alimente et qui nous alimente régulièrement. Et cette forme pensée nous limite, nous contraint, nous fait voir un angle particulier de vie, par exemple le bien et le mal, et nous fait vivre selon certaines croyances résiduelles associées à ces constructions. Par exemple, si le bien et le mal existent, alors il y a des conséquences punitives à faire le mal et il y a des conséquences amélioratives à faire le bien. Et les religions se sont installées sur ce segment de marché à défendre et à prolonger ce mouvement du bien et du mal selon certains agrégats. En ce qui concerne l'égrégore de Noël, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que pendant la période de Noël, les gens autour de nous alimentent une forme pensée. Alors on pourrait dire qu'elle est différente d'un être à l'autre, ben c'est vrai. Néanmoins, elle a des sources communes. Pour certains, elle est extrêmement biblique. Pour d'autres, elle va être davantage consumériste, dans l'idée d'acheter. Bon. Pour d'autres, elle sera plutôt associée au monde celte, voire au scandinave. Et effectivement, en fonction de à quoi tu es le plus connecté, eh bien tu vas nourrir en fait cet égrégore, cette forme de pensée qui en retour te nourrira aussi. Et il en existe donc autant qu'on veut, plusieurs. Comment c'est quantifiable, l'égrégore? Alors,
Est-ce que les égrégores sont quantifiables? Ben, j'ai jamais essayé de quantifier les égrégores. Par contre, euh, je sais que certains ne font pas bon ménage. C'est-à-dire qu'il y a des égrégores qui sont contradictoires. Et quand tu es associé à un certain mouvement de pensée, par exemple, c'est difficile d'être associé du même temps à un autre mouvement de pensée. Et le fait est que ça va créer des fausses croyances, ou en tout cas des croyances limitantes, et ça va aussi créer des positionnements face à la vie. C'est-à-dire, bah, moi je vais plutôt être dans le camp des rouges que dans le camp des bleus, tu vois, ou je vais plutôt m'associer à cette catégorie de gens plutôt qu'à celle-là. Et on peut avoir l'impression que c'est le fruit d'un libre arbitre. Souvent, bien souvent, c'est paramétré ou modulé par l'attachement à ce qu'on appelle des représentations, mais qui ne sont pas seulement des pensées, mais qui sont aussi des formes énergétiques, et qui par conséquent ont un véritable effet sur nous, et aussi, je dirais, un effet limitant. Parce que il suffit de voir, hein, quand il y a un gros édifice de ta vie qui quitte ta vie, c'est-à-dire une partie de ce en quoi tu as cru et où tu arrêtes de croire, tu ne fais pas que changer comme dans un ordinateur une pensée puis aller vers une autre, c'est plus que ça. Il y a une partie de toi qui est comme attachée, comme collée, comme bon. Et donc, au-delà de rompre avec certains qui portent cela, il faut aussi rompre avec ce truc plus grand qui est l'égrégore. Très bien. C'est une très belle C'est définition. clair. Non, non, Ouais. c'est une très belle définition. Et tu as utilisé le terme de forme énergétique. Ouais. Ça permet de poser la question de, pareil, si tu devais définir ce qu'est une forme énergétique, l'énergie, les énergies, tu peux choisir le terme qui te convient le mieux, mais Ouais. comment tu l'expliquerais pour quelqu'un qui n'arrive pas à palper cet invisible ou pour donner une définition large de tout ça? Et déjà, j'aime bien tes questions parce qu'en fait, elles me conduisent à ne pas emprunter les définitions qui existent déjà et être véritable dans ce que cela représente pour moi. Parce que je pense que c'est plus intelligible de parler de ce que cela représente pour moi que de faire un laïus autour de qu'est-ce qu'une énergie. Parce que pour moi, par exemple, lorsque je pratique un soin énergétique, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Et donc, la première définition que je peux donner de l'énergie, c'est quelque chose qui change à l'intérieur de moi. Une chaleur, un circuit que prend une information, et cela modifie mon champ de conscience. Avant, il n'y avait pas cela, après, il y a cela. Et on pourrait dire, oui, mais quelle est la différence finalement avec le fait de le penser? Eh bien, c'est pas si éloigné. C'est-à-dire que le fait d'entrer en résonance avec quelque chose qui est déjà là, ça passe nécessairement en fait par la pensée. Mais c'est juste une porte. C'est-à-dire que focaliser son attention, par exemple sur ta cheville ou ton pied, peut faire qu'à un moment donné, ta cheville va être surreprésentée dans ton schéma de conscience. Ça, c'est tout à fait connu dans l'univers des neurosciences. Par contre, le fait de dire que plus tu connectes ton pied au sol et plus tu vas chercher de l'ancrage, plus tu vas chercher à être collé au sol qui est sous toi, va précisément créer ce phénomène et créer une interaction énergétique entre le sol et toi, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est face à une première définition que je peux faire de l'énergie. Il y a quelque chose en moi de la volonté de mettre le contact. Ça, tout le monde peut faire, et on s'arrête à la science que l'on connaît, les neurosciences, qui savent bien que la représentation de quelque chose qu'on a à l'esprit dès lors qu'on met de l'attention dessus augmente.
rien de neuf sous le soleil, tu vois. Sauf que, c'est là, de mon point de vue, la plus-value, c'est si tu es face à un objet, mettons la Terre, et que tu augmentes ta relation à celle-ci, il y a une autre relation à la Terre qui naît. Et celle-là, on peut la définir par un échange d'énergie. On peut, mais on peut la décrire autrement aussi. Et comment tu qualifierais, comment t'expliquerais la façon de aller interagir avec cette énergie? Comment on peut le faire concrètement? Ah voilà, bon, ben ça c'est des trucs que j'enseigne lorsque j'enseigne la méditation. C'est une manipulation du système attentionnel. La porte d'entrée, c'est le système attentionnel. Et si je te dis par exemple au moment où on est là face à face, mets ta vigilance dans le bas de ton corps ou bien dans les parties de ton corps, ça c'est une méthode qui s'appelle les points de contact, dans les parties de ton corps qui font contact avec le mobilier. Bah, tu vois, tu vas être obligé de body scanner. C'est-à-dire que tu vas être obligé d'utiliser ton système de vigilance, non pas à mon écoute ou pas que, mais à boucler à l'intérieur de toi un mouvement dans lequel tu vas mettre ta vigilance. Je le fais en même temps que je te le dis pour l'illustrer. Et tout pareil. Et donc tu vois, je vais scanner. Donc il va y avoir les moyens fessiers, les ischio-jambiers, les fesses, coccyx. Et en fonction de ta conscience de cela, ça va modifier ta posture. Parce que du coup, il y a des zones qui vont devenir plus importantes à tes yeux et aussi plus connectées. Et il s'y passe quelque chose. Et tu es à même de le ressentir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta vigilance est dessus, s'ouvre un champ de conscience différent et qui n'a pas les mêmes règles. Et dans ces règles, il y a une perception. On peut parler d'énergie, mais on pourrait encore une fois utiliser d'autres termes. Mais si on parle d'énergie, il y a quelque chose qui passe. Tu vois. Et ce quelque chose a une volonté propre d'aller nourrir ou remplir des zones qui en manquent. On pourrait appeler ça la présence, on pourrait appeler ça ce qu'on veut, mais en tout cas, une fois que cette chose-là est réveillée, elle a une ambition, c'est faire se souvenir à l'agrégat de cellules que tu es et que je suis, qu'il y a des espaces où on a oublié une conscience de l'unité. Et donc l'information énergétique qui remonte là vient dire aux parties du corps qui sont certains qu'elles sont séparées de la source, de leur dire non, 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 vous êtes toujours une et indivisible. Et donc ça vient déchirer le voile de l'illusion de séparation pour remettre à la place de l'unité. Très bien, c'est une très bonne réponse. On utilise souvent, tous et toutes, et désormais de plus en plus, j'ai l'impression, le terme méditation, qui est un terme pareil très large et global. Si toi, tu devais apporter une définition ou une façon d'expliquer qu'est-ce que la méditation pour toi, parce que c'est de ça on parle, comment tu le ferais? Alors, c'est peu ou prou ce que je viens de te dire, c'est utiliser son système de vigilance autrement, et l'action qui consiste à s'entraîner à utiliser son système de vigilance autrement, on pourrait l'appeler méditation. Cela étant, pour moi, ça n'évoque pas nécessairement un entraînement de type yogi, avec l'idée que dans un temple, à un moment précis, tu t'entraînes, et puis le reste du temps, tu vis autrement. En fait, c'est pas ça. Pour moi, cette conscience, elle est portative. Ce qui fait qu'au moment où on se parle, là, j'ai cette réunion, moi, à l'intérieur de moi, et toi aussi, pour être présent à soi, dans un premier temps, et dans le rapport à l'autre, dans un second temps. Donc, la méditation, c'est davantage, de mon point de vue, un état
qu'une action qui consiste à préparer cet état. C'est les deux en vérité. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, c'est à chaque fois que j'ai l'opportunité de me reconnecter à des zones de moi qui ont oublié le parfum d'unité, en un sens, je deviens méditant. Si j'entends bien, la méditation, elle est globale, plurielle et un peu omniprésente dans la vie qu'on peut mener. Elle peut être tout le temps si c'est un état et la recherche de cet état. Et est-ce que comment tu te positionnes par rapport au fait de justement s'accorder des temps de méditation? Est-ce que pour toi c'est légitime ou c'est plutôt euh, contraignant, limitant de se dire c'est dans tel temple, à tel endroit, à tel moment que je dois ou que je peux méditer? Ben c'est confus et paradoxal pour moi, ces questions-là. Parce que, à la fois, j'ai vécu les deux. À la fois, j'ai vécu un moment où j'ai eu besoin de règles et de régularité pour apprendre, pour avoir un peu des codes. Et puis, l'être que je suis se nourrit davantage de l'opportunité. Et donc, une file d'attente, c'est une opportunité pour moi de me reconnecter, tu veux, avec le sol, de ralentir, tu vois, d'avoir les épaules qui descendent et d'être dans un rapport à moi qui est pleinement là. Là où tu me prends 10 ans en arrière, la file d'attente, j'exècre, je veux pas y être. Parce que je me sens prisonnier, handicapé, je veux trouver le moyen de consommer mon temps autrement. Donc, pour moi, aujourd'hui, ma recommandation, pour les gens qui sont comme moi, et j'en connais, c'est de créer des opportunités ou de les saisir. Ça peut être la conversation. Tous les moments où tu as une conversation avec quelqu'un, tu as le choix entre être pleinement là, être à moitié là, être pas là du tout. Et de mon point de vue, ça ne dépend pas de l'autre. Si tu commences à partir du principe que ça dépend de toi, et que c'est toi qui vas amener la première pierre pour bâtir, bah tu es ce méditant-là. Donc, d'une certaine manière, tu ouvres les portes de ton temple, tu vois. Si on prend la métaphore du fait que le méditant est celui qui va au temple et prie ou médite, ben moi, à chaque fois en fait que j'ouvre cette porte à l'intérieur de moi, je prie et ou médite. Et ça, c'est la recommandation que j'aurais tendance à faire aux gens. Parce que c'est très difficile en fait de voir la méditation comme le jour J à l'heure H au moment T. C'est possible et en même temps c'est très incomplet. Parce que ça voudrait donc dire que le reste du temps, tu n'es pas celui-là. Moi j'aime mieux l'idée de l'inverse. J'aime mieux l'idée du fait que j'ai besoin d'être moi, parce qu'en fin de compte, quand je me connecte à ces aspects-là de moi qui me rendent plus complet, ben, ils me permettent aussi une vie plus longue, tu vois, une vie plus remplie, plus nourrie de sensations, plus nourrie de perceptions. Et finalement, je me demande si j'ai pas fait ce vœu-là quelque part dans un coin de moi, euh, d'avoir une longue vie ou d'être riche et abondant. Eh ben, par ce simple, entre guillemets, moyen, je suis tout ça. Je suis longue vie, riche, abondant. Au moment où tu le choisis. Au moment, merci, exactement. Parce que si je quitte cet espace, c'est vraiment une culture du temps présent, comme l'écrit Eckhart Tolle. Tu sais, il a fait 2 bouquins. Un bouquin sur le pouvoir du moment présent, puis il en a fait un deuxième presque explicatif pour un peu, bon, montrer comment tu fais, quoi, en gros. Parce que le comment a autant de sens, en fait, que le pourquoi tu fais ça. Et dans le comment, effectivement, cette culture
de l'invisible qui te conduit à être toi-même l'ange qui t'apporte tes cadeaux, c'est-à-dire qui t'apporte l'abondance, qui t'apporte... c'est très libérateur, du coup. Parce que tu dépends plus d'un Dieu dans les nuages vis-à-vis duquel tu devrais plus ou moins bien te comporter, ou en tout cas pas mal te comporter pour obtenir ou ne pas être puni. Tu es à la barre de ta vie. Et la barre est traduite par ton système émotionnel. Ton système attentionnel, excuse-moi, mais c'est très lié. Tu es le Jack Sparrow, en fait, de ton navire, quoi. Ouais. C'est une belle métaphore, on la prend. On la met de côté. On mettra un petit Black Pearl en haut à droite, comme ça. Même un extrait de Jack Sparrow. Pour revenir à tes pratiques et à des choses qui aussi prennent, j'ai l'impression, de mon point de vue, de l'ampleur et en tout cas de l'intérêt ces dernières années, si tu devais expliquer ce qu'est pour toi, pareil, hein, encore une fois, une constellation familiale, sans forcément rentrer dans des détails ou si tu n'as pas envie de le faire, tu vois, mais ou avancer des pratiques que tu mets en place parce que c'est aussi ta façon de gagner ma vie. De gagner ta vie et peut-être qu'il ne faut pas trop en dévoiler, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est pour toi? La question, je la reformule, c'est qu'est-ce que c'est pour toi une constellation familiale? Bon, on ne peut pas faire plus clair. On va reprendre ce que je te disais tout à l'heure quand je parlais d'égrégore et d'état de conscience. Toi et moi, étant là, face à face, on a choisi un œil pour regarder le monde. Et cet œil, en fait, il a été paramétré par différentes couches. On est né dans une culture particulière, on parle une langue particulière, on a un climat particulier, et tout ça infléchit notre regard sur le monde. Bien. La constellation familiale, dans sa conception initiale, renvoie à l'idée que, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'information de nos deux lignées, c'est-à-dire de la lignée du père et de la lignée de la mère. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on se soit construit contre, avec ou en l'absence d'eux, on a été informé et nourri de ces lignées. C'est dans notre sang. Bon. Donc, la constellation familiale, telle qu'elle est en tout cas envisagée par Bert Hellinger, qui est celui qui a créé en fait un modèle de théâtre dans lequel il travaille sur cet aspect-là, est de dire, bien, j'ai été influencé dans ma vie par la façon dont ma famille est constellée autour de moi, c'est-à-dire en gros, à quelle distance je suis de mon père, à quelle distance je suis de ma mère, qu'est-ce que ça fait quand celui-ci rentre dans la pièce, qu'est-ce que ça fait quand il est de 3/4, comment est-ce que je me positionne dès lors qu'il bouge, comment est-ce que moi, en tant qu'astre, je me positionne dès lors que tout bouge autour de moi, dès lors que mes repères, mes référents, et pas que, hein, ça peut aussi être mes suivants, dont je ne m'aperçois pas qu'ils bougent comme ça. Je peux avoir des frères et des sœurs, et quand moi je fais un mouvement, je peux avoir mon frère dans mon dos et dans l'ombre, et je ne m'en rends pas compte. Et j'ai quelque chose comme ça que je porte sur mon dos, je ne sais pas ce que c'est, ça me draine, ça me prend de l'énergie, ou à l'inverse, ça me pousse vers l'avant, je ne sais pas ce que c'est, et c'est un frère. Et pour me comprendre davantage, j'ai besoin d'aller à l'investigation des forces qui sont repères pour moi. Ça, c'est le principe d'une constellation familiale. Identifier les facteurs qui m'influencent à la manière dont j'ai été conçu dans ma lignée. Maintenant, celle que tu as vécue toi spécifiquement, qu'on a vécue ensemble, elle était plus large que ça. Et on n'a pas suivi le modèle de Bert Hellinger. Bert Hellinger, dans son modèle, il fait positionner les gens les uns par rapport aux autres, et chacun leur tour, les étudiants, enfin ceux qui viennent, les stagiaires,
effectuent une mise à jour sur leur propre constellation familiale. C'est une manière de faire. Moi, je procède un peu différemment. J'en dis pas trop, c'est là que je garde un peu. Mais je te dis, je procède autrement parce qu'en effet, euh, déjà, j'ai étudié d'autres modèles, j'ai travaillé avec d'autres modèles comme le théâtre forum, d'autres trucs, mais surtout, je suis au moment où j'ai l'information qui m'est révélée par la personne qui veut faire sa constellation familiale, qui veut donc aller regarder quelle est l'origine d'un de ses comportements, j'ai de l'information. Il me donne de l'information parce que moi, j'ai besoin que la personne fasse une demande pour qu'elle donne une direction sur jusqu'où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut travailler d'elle. Et même si elle ne le fait pas d'une manière contractuelle, tu vois, avec des mots précis et tout, le fait qu'elle ouvre sur un champ me permet de voir l'angle qu'elle ne voit pas ou qu'elle a envie de déterrer ou qui est le besoin à ce moment-là qui est en haut de la pile. Comme dans une pile de linge où tu as le linge sale tout en haut qui est priorisé parce que c'est celui-là qu'il faut laver maintenant. Je fonctionne comme ça dans une constelle. J'emmène les gens, moi inclus, parce que j'en découvre à chaque constellation, j'emmène les gens sur ce qui infléchit leur trajectoire de vie. Et je leur pose la question de la mise à jour. Est-ce que vous voulez continuer à être celui-là, parce qu'après tout, pourquoi pas, à partir du moment où vous en avez conscience, vous avez un levier, hein, ou est-ce que vous voulez changer d'orbite? Est-ce que vous voulez changer de rotation? Est-ce que vous voulez être plus rapide ou plus lent? Et si oui, voilà la possibilité pour sortir en fait. Et c'est très efficace vis-à-vis de tout ce qui est schéma répétitif, situation où tu as l'impression d'avoir revécu 100 fois le truc et tu sais ta part de responsabilité là-dedans, mais tu t'en sors pas. Parfois, il faut aller creuser plus bas, donc sur des héritages ancestraux. C'est ce que font les chamans, donc c'est une forme de chamanisme en réalité. Mais tu peux aussi aller plus loin si on part du principe que la lignée, du point de vue de l'âme, c'est juste une information. Tu as choisi des parents, puis des parents avant eux, puis des parents encore avant eux. Donc ça colore ton corps, mais il y a d'autres informations. Donc on a parlé des égrégores partagés. Quelqu'un qui s'incarne sur les 2000 ans christiques, il a une information christique. C'est con à dire, mais celui qui s'est incarné 2000 ans avant, lui, non. Donc l'égrégore judéo-chrétien n'existe pas avant, en fait. Enfin, chrétien en tout cas, judéo oui, mais chrétien non. Et donc, il y a une vraie démystification dans le travail archéologique presque de la constellation familiale, qui consiste à aller à l'origine des informations limitantes que nous avons choisies pour nous éveiller et grandir de cette manière-là. Parce que ça ne dit rien en fait de ce que nous sommes réellement. Ça dit l'angle que nous avons choisi pour regarder le monde, mais si on prend le chemin à l'envers, on peut retrouver qu'est-ce qui est à l'origine. Je rebondis sur un des termes que tu as utilisé, mais je pourrais rebondir sur 100 000, mais je choisis celui-là, le terme de chaman, chamanisme, qui est aussi un terme qui, je pense, pour certains peut apporter, je ne sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas de la crainte ou une sorte d'exotisme ou de choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà. De la confusion. De la confusion, exactement, c'est ça que je cherchais. Et si tu devais, pareil, donner un peu un point de vue là-dessus ou une explication un peu simpliste simpliste, non pas forcément, mais une explication de ce terme-là, chamanisme, sans faire un cours d'histoire non plus, parce que je pense pas que ce soit ça qui est intéressant. Mais comment tu l'expliquerais? Alors, par le fait que le mot qui me vient, c'est les médecins du temple. C'est-à-dire que, en fait, le chamanisme à l'origine, sans faire trop d'anthropo, mais c'est des gens qui, à un moment donné, avaient une certaine valeur de vérité dans les villages pour guérir les gens. Et donc, que tu prennes l'Amérique latine ou tu as d'autres formes dans d'autres endroits du monde, c'est des gens qui, à un moment donné, sont des guérisseurs, des médecins, des sorciers,
Et l'origine, en fait, c'est ça. Véritablement, ces gens-là sont dans un rapport à la connaissance au même titre que pourraient l'être les philosophes grecs. C'est-à-dire qu'ils sont le corps et l'esprit en même temps. On oublie souvent que grand nombre de philosophes grecs n'avaient pas qu'un esprit. Ils avaient aussi un corps. Et ils expérimentaient par le corps, en fait, différents aspects de ce qu'ils comprenaient. Je pourrais dire que les chamans, c'est un peu la même chose, sauf que dans certaines expériences de conscience, ils vont plus loin. Alors oui, il y a un certain folklore, qui n'est pas du folklore d'ailleurs, qui est la réalité, que dans certains endroits, bah, tu vas utiliser des herbes, des coctions pour aller vers des schémas modifiés de conscience. C'est vrai. J'ai un copain qui fait ça d'ailleurs. Moi, je fais pas ça, mais je sais que certains le pratiquent comme ça, avec cette idée que ben, certaines zones de ton cerveau sont par définition limitantes et que l'utilisation de certaines drogues va chanter les zones limitantes pour permettre une perception, c'est les portes de la perception de Huxley, hein, pour permettre une autre perception du réel. Une autre, c'est-à-dire pas mieux ou moins bien, une autre. Moi, ce que je dis simplement, c'est que la tradition chamanique renvoie à ça, à l'idée qu'à un moment donné, il y a des portes entre différents plans de conscience et qu'ils sont en un sens les gardiens de ces portes. Dans les cultures, c'est ça. Et que dès lors qu'ils ouvrent une porte sur un autre plan de conscience que le plan que nous vivons, ils ont une plus grande liberté et la possibilité d'agir sur les plans de conscience inférieurs. Je vais te donner un exemple. Imagine que une caractéristique de famille, un trait de famille, soit une fragilité osseuse. Bon. Et que donc, toi, t'en hérites. Eh bien, il est bien évident que si tu acceptes l'hypothèse chamanique et si tu acceptes l'idée des plans de conscience, tu l'as choisi ça à un certain niveau pour verrouiller un aspect de toi sur un point de regard particulier. Ce qui est fait peut être défait. Et par conséquent, si tu arrives à trouver la raison pour laquelle, l'endroit pour lequel tu as créé cette limite, et puis surtout, tu l'as suffisamment vécu pour ne plus avoir à la vivre à nouveau, alors tu peux la guérir. Ou bien encore, arrêter de puiser dans cette limite qui t'a servi à un moment donné pour être celui que tu as été et dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Donc le chamanisme, pour être clair pour moi, c'est un courant qui, alors là pour le coup, englobe tout un tas de, géographiquement, tout un tas d'emplacements dans le monde, mais qui a un point commun, ce sont des gardiens des plans de conscience. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience de drogue pour accéder à ces susdits plans de conscience. Merci beaucoup, trop bien. Et est-ce que toi, dans ton chemin personnel, tu as eu à collaborer, travailler, expérimenter des formes de chamanisme? Et si oui, lesquelles? Alors, clairement oui. Moi, quand j'ai fait l'éveil dont on a parlé tout à l'heure, la première chose dont j'ai eu besoin quand je suis revenu, c'est des repères. Comment est-ce que je pouvais travailler ce qui m'était arrivé? Comment est-ce que je pouvais, en gros, c'est comme si j'avais trouvé un diamant. Comment est-ce que je pouvais faire rayonner ce diamant, tu vois? Comment est-ce que il pouvait me servir au quotidien, illuminer mon quotidien et faire de moi l'être que j'ai toujours voulu être. Je ne parle pas des autres et d'un altruisme nécessaire, tu vois, non, c'est pas vrai. C'était d'abord ma propre réalisation dans le jeu. Et la conséquence, et ça c'est très important que je le dise maintenant, la conséquence de cela est
les autres dans un deuxième temps, qui bénéficient en fait de tes plongées, du fait que tu as plongé. Mais au départ, la plongée, elle est personnelle. Et elle vient là pour répondre à des questions qui sont personnelles, très intimes et très en lien avec la façon dont tu as grandi et dont tu as été élevé et comment tu l'as vécu. Pour en revenir au chaman, mon premier grand contact avec une chamane, c'est Tina Illingworth, et c'est une élève d'Ernesto Ortiz. Et Ernesto Ortiz, c'est quelqu'un qui a rendu accessible dans le monde entier les archives akashiques. Je dis rendu accessible parce qu'il y en a d'autres que lui, avant lui, qui les ont utilisés pour produire des livres, comme par exemple Daniel Meroy, qui écrit des livres incroyables parce qu'il utilise cette technique en fait pour visiter ce qu'il appelle les mémoires du temps. Et Tina Illingworth m'a enseigné, pas qu'à moi d'ailleurs, aux gens qui étaient là, la manière en fait d'ouvrir ces portes-là. Encore une fois, hein, si on est sur l'hypothèse des chamans, c'est des portes, et donc d'ouvrir ces portes-là. Donc ça a été un truc hyper important dans ma vie, c'est-à-dire d'avoir un code, en l'occurrence même un codex, pour être sûr de quelle porte j'ouvrais. J'avais besoin de discipline, bizarrement, et j'avais besoin de me faire un genre de carte de où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je demandais, sur quel plan de conscience est-ce que je demandais. Enfin, en gros, il fallait que mon canal soit le plus clair possible, de sorte à ce qu'il puisse diffuser une information à la fois riche, mais en même temps préhensible au commun des mortels. Et c'est ça, en fait, que m'a permis les archives akashiques. Donc, l'outil, on en vient, l'outil que j'ai appris, c'est un outil c'est une écriture automatique qui consiste donc à laisser descendre ou laisser monter, peu importe, une information et te faire le transcripteur de cette information pour la passer de l'intérieur à l'extérieur. Et en un sens, du coup, te libérer, c'est-à-dire te libérer de cette information. C'est, et je le dis pour tout le monde, pour nous deux déjà, que c'est des termes que je m'étais préparé dans la tête et qui reviennent souvent, archive akashique pour le terme. Et c'est rigolo que ce soit toi qui les emmène naturellement. Ça me fait des transitions toutes trouvées. Donc celle-là est toute trouvée aussi. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer, Ouais. même si tu as déjà commencé à un peu le faire, mais si on doit remettre en un court temps ce que c'est les archives akashiques. Puis j'adore le faire. Je pense que je vais être super clair. Akashique, ça vient d'Akasha, et Akasha, ça veut dire éther. Et l'éther, en fait, quand tu sommes les 4 éléments, tu en as un 5e, c'est l'éther. Et l'éther, en fait, disons qu'il est à l'origine, en fait. Il est une bande passante, il est un espace, un plan de conscience. L'Akash, c'est un plan de conscience dans lequel il y a des mémoires, des mémoires de ce qui a pu être avant. Quand je dis mémoire, c'est même déjà un parti pris parce que il est pas, on pourrait, si on part sur la théorie des portes et que le temps n'existe pas, on peut accepter. Ouais, ça se passe en même temps. Tu vois, donc c'est des portes vers des trucs qui se passent en même temps. Mais vers des trucs qui se passent en même temps, ça peut être toi qui empruntes le regard d'un personnage. Alors, est-ce que c'était toi ou est-ce que c'était pas toi? Ça, c'est des considérations dans lesquelles je ne vais pas entrer. En revanche, ton regard, celui que tu as sur le monde là de Tony, peut être un autre regard d'un seul coup par ce processus, et donc d'emprunter un regard qui n'est pas le tien, dans un espace du temps qui n'est pas le nôtre, mettons 1492, tu vois, découverte des Amériques, enfin prétendue, parce que, bref, on ne va pas rentrer dans le débat, mais... Et donc tu prends ce regard, tu es un marin, et tu observes ce qu'il arrive à ce marin. Dans son regard, t'es lui, tu vois.
et tu vis ce truc. Et peut-être que tu es en train de vomir, peut-être que tu as mal, peut-être que tu as peur. Et si cette mémoire te revient à ce moment-là plutôt qu'une autre, c'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence de vie, hein, qui va, lorsque tu ouvres tes archives akashiques, te conduire en direction de portes de la perception spécifiques qui ont du sens dans ta vie aujourd'hui. Et qui sont là, en fait, qui répondent à une demande. Et si, par exemple, tu bloques, si, par exemple, tu as une impuissance et que tu as fait tout ce qui est dans ton pouvoir, en fait, dans cette vie, pour la résoudre et que ça ne marche pas, fort à parier que c'est connecté à un autre plan et l'outil des ouvertures des archives akashiques permet d'avoir accès à cet autre plan. Et donc d'aller à minima regarder ce qui s'est passé à tel moment du cycle, à tel moment du cycle et à tel moment du cycle. Et de voir que une expérience, comme par exemple aller presque au bout et mourir sur la plage, tu vois, ça a pu t'arriver. C'est-à-dire par exemple, tu as pu te retrouver, si à un moment dans ta vie tu te dis putain c'est quand même bizarre, moi j'ai toujours l'impression d'être à 99% d'un truc et de jamais aller au bout. Il est possible que, caché derrière cela, tu as des souvenirs de personnes qui ont dit terre et qui se sont effondrées immédiatement après. Et ça en dit long sur quelqu'un qui s'approche du but, de ne pas vouloir y aller, tu vois. Parce qu'il y a la crainte de prendre la flèche dans le dos au moment où tu vas attraper le trésor, quoi. Et donc, c'est ces fameuses personnes qui s'écroulent au moment où on les attend le plus, tu vois. On dit la peur de gagner. En fait, c'est pas la peur de gagner qu'ils ont, c'est la peur de ce qui est associé en mémoire avant qu'ils gagnent. Et là, il peut y avoir un coffre-fort entier de sorcellerie, enfin de souvenirs, tu vois, où est-ce que tu t'es effondré à 1 mètre de ton objectif, quoi. Et tu dis tes archives akashiques, Ouais, comme si elles sont personnelles ou elles sont globales? les deux. Et tu poses des questions qui sont d'une puissance inouïe parce que, en fait, je dis les deux parce que ça dépend du plan de conscience par lequel tu réponds à cette question. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire des vies antérieures part du principe, en fait, que elles sont antérieures, donc ça veut dire qu'il y a une linéarité dans le temps. Mais si tu décides d'envisager la chose autrement, et comme toi étant un être qui observe plusieurs mondes en même temps, mais tes autres parties de toi qui observent les mondes en même temps, tu les as pas forcément là avec toi en conscience, mais ça a quand même une influence, tu vois, tu pourrais imaginer cette hypothèse. À ce moment-là, les vies, elles sont plus antérieures, elles sont parallèles. Même réponse pour la question de la singularité de l'expérience. Tu me poses la question si est-ce que tes archives akashiques sont différentes de mes archives akashiques. Ça dépend. Ça dépend quel est notre moment d'indivision, tu vois. C'est-à-dire, tu en as des personnels et j'en ai des personnels, mais si on monte, si on monte, si on monte et que progressivement on redevient un, elles sont plus personnelles, elles deviennent collectives, tu vois. Donc, c'est intéressant de ne pas savoir. Moi, c'est l'option que j'adopte. C'est-à-dire que je vais visiter mes archives akashiques, mais quand je rencontre un autre et que je lui ouvre ses archives akashiques à lui, étonnamment, 100 fois sur 100, elle me parle. 100 fois sur 100 pour y être, j'y suis avec lui. Donc, quel est le niveau de conscience que j'atteins à ce moment-là pour investiguer avec lui ses propres archives? Tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas à ce moment-là à quel point on est fusionné et à quel point il n'y a plus de différence en fait entre moi et l'autre. Incroyable réponse, mais ça me permet de terminer sur... et je pense que ça peut être un moment de terminer aussi, Ouais. parce que c'est déjà dense, mais sur le je sais pas, et donc la question de doute, c'est moi quelque chose qui m'apparaît comme fondamental dans la vie de douter, et je me posais la question, et tout au long de l'échange, et ça revient pile à ce moment-là, de est-ce que le doute a une part
très importante pour toi aussi. Après un éveil où j'imagine que ça peut devenir limpide, ou plein de choses peuvent devenir limpides. Comment tu positionnes face au doute et dans le je ne sais pas que tu as évoqué Eh tout à ben, l'heure? tu me permets d'être complet d'une manière que j'adore, parce que on pourrait penser, et c'est ce qui fait ma frustration, souvent, on pourrait penser que le fait d'avoir retourné le jeu et d'en avoir compris les règles subtiles fait ipso facto de toi un maître. Sous-entendu, quelqu'un qui plie la matière par le battement de cils. Et par conséquent, en fait, euh, tu n'as plus beaucoup de problèmes matériels. L'abondance d'argent, les blessures au foot, puisqu'on pratique tous les deux au même endroit. Tu pourrais te dire, bah, à partir du moment où j'ai vécu ça, le reste s'efface. Et puis, pour rejoindre ce que tu dis, je ne doute plus de rien, puisque je sais tout. Ben non. En tout cas, pas dans mon cas. C'est-à-dire que dans mon cas, lorsque je suis redescendu, c'est comme si j'avais choisi de nouveaux paramètres, de nouvelles limites, un nouveau terrain, mais limité autrement, mais limité quand même, dans lequel j'exprime mon jeu. Et en ce qui concerne le doute, c'est comme si j'y étais encore attaché, parce qu'à un certain niveau, le doute me permet de ne pas écraser l'autre. Le doute me permet d'être prudent. Le doute me permet d'accepter de ne pas savoir et c'est pas grave. Comme si en fait je respectais l'être que je suis éveillé et qui a choisi de limiter certains trucs pour me faire vivre une expérience. Et c'est là qu'en fait je remplace le doute par la foi. C'est-à-dire que avoir la foi, et je ne l'ai pas toujours, c'est faire confiance au grand être que je suis lorsque je ne suis pas incarné et qui a choisi de visiter un plan de conscience particulier d'une manière particulière. Et c'est à cette conscience à laquelle je dois faire confiance et avoir la foi. En revanche, sur tout ce qui relève du choix, sur tout ce qui relève des alliances, sur tout ce qui relève des paris financiers, bah, tu le sais bien, je me trompe encore et beaucoup. Et c'est une frustration. Je ne le vis pas du tout comme un cadeau. Je le vis vraiment comme un être humain incarné, c'est-à-dire, et ça me ramène systématiquement à aller chercher pourquoi. Donc ça me ramène systématiquement à redresser mon axe. Donc ça me conduit à faire ce qu'on fait. Si je n'avais pas un besoin intrinsèque de livrer, probablement je ne le ferais pas. Donc je me suis même intégré, tu vois, un paramètre à l'intérieur de moi de libérer ce qui me traverse, de l'exprimer pour vivre, c'est-à-dire pour être dégagé, pour me sentir heureux, pour me sentir mieux. Et pour finir avec le doute, à partir du moment où j'ai fait le choix d'ouvrir à nouveau, c'est là où je ne doute plus. Et même le fait de dire je doute appartient au champ de je ne doute plus. Tu vois? Parce que dire à quelqu'un je doute, on pourrait avoir l'impression que ça décrédibilise ou ça affaiblit son discours. En fait, moi, ça crédibilise ce que j'entends à l'intérieur de moi. Si je dois mettre un point, ce que tu es en train de faire, à un moment précis du temps, il faut le mettre parce que ça va ouvrir sur autre chose ailleurs demain. Ça me va comme mot de la fin. Je trouve ça cool de finir Ouais, c'est fluide. là-dessus et de refermer cette dense expérience qu'on a vécue tous les deux.
Et donc voilà, merci beaucoup pour ça. Et je sais que ça m'apporte et ça m'emmène un milliard d'autres questions, mais qu'on ne peut pas tout évoquer aujourd'hui, tout de suite, dans le temps qu'on a choisi. Mais on les prendra ailleurs s'il faut. Bah, c'est parfait pour moi aussi. Je te remercie d'avoir fait cet effort attentionnel et de vigilance. Je sais que toi et moi avons partagé un, un moment de Krishnamurti où la force des deux permettait l'intelligibilité. J'aime à croire que ce qu'on vient de faire, c'est ça. Et puis, j'aime l'idée que si ça nous plaît, en fonction de ce qu'on va en faire, qu'on se donne un rendez-vous, peut-être régulier, pour créditer des suites. Et c'est un peu l'ambition pour moi en ce début d'année. Ça me va très bien. Je trouve que c'est une belle ouverture sur 2024 aussi, d'avoir ça en plan et de mettre cette recommandation de cette incroyable interview de Krishnamurti Ouais, dedans aussi. on la mettra. Voilà. Tony, merci. Merci à toi, Cédric. Allez, on coupe.